Bien, donc passons de Strasbourg à Nantes, donc avec Xavier Riot, qui va nous parler de l'ADN, dents et maladies. Bonjour Monsieur le Président, merci de m'avoir invité, Monsieur le Secrétaire Général également, mes chers collègues. Je vais vous présenter, moi le dentiste, une petite présentation d'odontologie médico-légale et d'histoire à la fois. Ce ne sera pas une présentation sur les méthodes d'extraction de l'ADN dans la pulpe dentaire, ce ne sera pas une présentation sur les techniques d'amplification, ce sera une présentation bilan, un exposé de ce qu'on peut faire avec une dent retrouvée sur un site archéologique. Et vous allez voir qu'il y a une multitude de choses qu'on peut faire, on ne l'imagine même pas, et c'est assez impressionnant. Et je vais m'attarder bien sûr sur les maladies qui ont été détectées et récupérées dans l'ADN dentaire des dents archéologiques, des dents fossiles comme on les appelle. Donc une dent, d'une manière générale, c'est un système clos, fermé, hermétique, qui est imputrescible, qui résiste à de très hautes températures, plus de 1000 degrés. Et donc lorsqu'on la retrouve sur un site archéologique, c'est un outil médico-légal absolument extraordinaire qui offre des perspectives d'investigation quasiment illimitées. Alors on a pu déterminer par exemple avec l'ADN d'une dent l'origine d'un individu Otzi qui a été retrouvé dans les Alpes de la Haute-Saale. On a déterminé avec son ADN dentaire qu'il appartenait à la subdivision K1 de l'aplogroupe européen K, ce qui est très rencontré dans les Alpes et dans la région de l'Haute-Saale. L'identification de Copernic a pu être faite également. On a retrouvé 13 corps dans la cathédrale de Frombork en 2005, avec un cheveu qu'on a retrouvé dans un livre qu'il utilisait quotidiennement, le Calendarium Romanum Magnum. On a pu faire une comparaison d'ADN entre les dents des individus. Il y avait un individu de 70 ans notamment, et puis ce fameux cheveu. Et on a pu retrouver Copernic ainsi et l'enterrer dans la cathédrale même, avec une tombe officielle cette fois. En 2008, on a retrouvé au pied de l'église Année les restes de Diane de Poitiers. Il y avait une seule dent. À partir de l'ADN de cette dent, on a pu déterminer qu'il y avait un taux d'or extrêmement important, plus important que la norme. Il semblerait probablement que Diane de Poitiers s'administrait, buvait, un élixir d'or pour avoir plus longue vie et être plus jolie. Et c'est ce qui l'aurait tué probablement et intoxiqué lentement. La filiation également au château de Dorne, qui est la dernière résidence de l'empereur Guillaume II. Dans sa table de nuit, dans sa chambre, il y a un écrin avec une dent. Et cette dent, son ADN a permis d'écarter une filiation avec une artiste peintre qui prétendait être une fille illégitime. Et donc, en comparant les deux ADN, l'ADN de la fille pseudo-illégitime et de l'empereur, on a déterminé que ce n'était pas sa fille réellement. La chronobiologie, en août 2008, Richard Green de l'Institut Max Planck a réussi à séquencer la totalité de l'ADN mitochondrial d'un Homo neanderthalensis vieux de 38 000 ans. Deux équipes du même institut sont parvenues à démontrer, avec publication officielle internationale en 2010, que, avec l'ADN en question, il y avait un peu de l'homme de Néandertal dans chacun d'entre nous. Alors, après l'ADN, par la structure d'une dent, on peut déterminer beaucoup de choses. La température corporelle notamment. La California Institute of Technology a réussi, avec des dents de dinosaures, avec les isotopes radioactifs, à déterminer précisément la température corporelle des dinosaures. Donc le brachiosaure avait une température de 38,2 degrés Celsius et le camarasaure de 35,7 degrés Celsius. L'origine géographique, en 2011, on a exhumé 54 corps de Vikings dans le Dorset qui avaient été tués par des Britanniques locaux. Et donc, à partir des isotopes radioactifs, on a pu également déterminer leur provenance, et notamment que l'un d'entre eux provenait du nord du cercle arctique. Le déterminisme de l'âge, en 1976-1977, la momie de Ramsès II est venue au musée de l'homme pendant 8 mois et ils ont procédé à une batterie d'examens, notamment des radios de face et de profil. Et à partir des dents, et la méthode de Gustafsson, qui est une méthode extrêmement invasive pour les dents, puisqu'il faut les détruire, les couper en lamelles fines, on est parvenu à déterminer un âge de décès de 80 ans, plus ou moins 5 ans, pour la momie de Ramsès II. Le régime alimentaire, toujours
par la structure, eh bien, les aliments de l'Australopithecus afarensis, qui vient de l'Afar au nord de l'Éthiopie, consommaient des feuilles qui laissaient de nombreuses traces de polissage sur les incisives, mais également des racines, des tubercules, des bulbes, qui, avec les petits gravillons, les petits morceaux durs de ces racines, eh bien, ont laissé des traces et des petits cratères dans les dents, ce qui a permis de déterminer le régime alimentaire. La profession. Une momie de Grenoble, du musée des Beaux-Arts de Grenoble, a été étudiée, et donc elle présente une échancrure à la base des incisives, et on a pensé au début que ça pouvait être une couturière qui cassait son fil avec ses dents, mais après examen, et de l'origine notamment, puisque c'était assez proche de statuettes du Congo, eh bien on a pensé qu'elle dilacérait des fibres de racine Mugvisa, qui est une plante qui a des vertus hallucinogènes, ce qui lui confère des activités de clairvoyance à cette femme. Bon, l'identification célèbre, Hatshepsut, la reine égyptienne, récemment, on a retrouvé une momie avec une dent brisée, une molaire brisée, on a retrouvé le fragment dans un vase canopé qui portait son nom, et donc on a comparé, on a mis bout à bout, et ça coïncidait, c'était bien la reine. John Wild Booth, le meurtrier de Lincoln, qui a été identifié à partir de 2 dents soignées 2 jours avant sa mort. Napoléon IV, ou Loulou, le fils de Napoléon III, qui est mort en Afrique du Sud, eh bien donc a été identifié par son dentiste Thomas Evans, le barbu, et le lieutenant Merrill, le dentiste qui a identifié Booth, qui s'était déplacé pour l'occasion en Afrique du Sud et qui l'a identifié formellement avec ses plombages en or. Hitler, qui a été identifié avec ses témoignages et ses radios de la face. Alors, les déterminismes des maladies à partir des dents. Aujourd'hui, les études amènent, sur les sites archéologiques, amènent le recueillement de tous les débris, les déchets, les vestiges de corps. Et avec l'ADN dentaire des corps retrouvés dans les sites archéologiques, on a détecté de nombreuses bactéries. L'ADN dentaire ancien, on a l'Anneloviridae, les Yersinia, Salmonella. L'ADN dentaire tiré de dents intactes, Actinobacteria, Actinomyces, etc. Je ne vais pas toutes les citer. On a recueilli dans l'ADN de la pulpe dentaire ancienne, dans les sites archéologiques en Europe et dans le bassin méditerranéen, l'Anneloviridae à Kaliningrad, le Bartonella quintana en France, en Italie du Nord et en Lituanie, ainsi de suite. Et ça permet, grâce à toutes ces localisations, d'établir une véritable cartographie historique des maladies et des épidémies. Voici un récapitulatif des études et des maladies qui ont été récupérées, qui ont été observées dans l'ADN dentaire ancien sur les sites archéologiques. Drancourt, par exemple, le premier en haut, c'est le chef d'équipe de recherche en 98 à Lambesc, Marseille, pour la peste de 1590 et 1722. Donc ils ont isolé dans l'ADN dentaire le Yersinia pestis. Pour un échantillonnage de 12 dents, il y a 6 dents qui étaient contaminées. Raoult 2000 de Montpellier, pareil, un échantillonnage de 23 dents, 20 dents contaminées avec le Yersinia pestis. La fièvre des tranchées, pareil. Ce qui nous intéresse plus, on va y revenir tout à l'heure, c'est Raoult en 2006 à Vilnius. Le typhus, pareil, je garde Raoult 2006 Vilnius, je vais y revenir tout à l'heure. Donc la Rickettsia provazeki, 4 dents contaminées sur 72 dans l'échantillonnage, et la Bartonella quintana, 7 dents contaminées sur 10. Donc j'ai pris 4 exemples, parce que les exemples sont multiples. Je vais vous parler de la peste, du typhus, de la lèpre et de la syphilis. En 1999, Yersinia pestis s'est trouvé dans la pulpe dentaire des victimes de la grande peste de 1720 à Marseille. En 2006, le premier individu pestiféré identifié est Thomas Craven. C'est un noble anglais protestant qui est mort en 1636 dans le cimetière Saint-Maurice à Val-de-Marne. On a prélevé les dents sur 7 sépultures, dont celle de Craven. Et on a utilisé la méthode de la PCR, la polymerase chain reaction. En 2016, on fait la même chose à Londres sur 3500 corps morts de la peste entre 1665 et 1666. En 2018, ils parviennent à isoler la plus ancienne souche de la peste dans la pulpe dentaire d'une jeune femme suédoise. Cette souche date de 4900 ans. En 2019, après analyse de 10 sites archéologiques, ils vont exhumer 400 sépultures et ils vont pouvoir reconstruire 34 génomes du bacille et ils vont pouvoir déterminer l'origine de la provenance de la peste noire de 1346 qui serait partie de la Volga en Russie. Le typhus, en décembre 1812, la Grande Armée fait retraite sur Vilnius.
En 2001, une fosse commune est exhumée avec des soldats français par centaines. Les recherches sont confiées au CNRS. On récupère les uniformes, les prélèvements de terre, les tissus, les dents pour étude. On étudie les dents de 35 soldats à partir de la pulpe dentaire et on détermine la présence de la Bartonella quintana dans 7 corps et du Rickettsia provazeki dans 3 autres. Autrement dit, après examen, 30% des soldats enterrés à Vilnius souffrent de maladies causées par les poux et en seraient morts. Ces insectes vecteurs de maladies ont donc joué un rôle considérable, prépondérant dans la retraite de Russie et on a déterminé que 80% des morts de maladies de la grande armée napoléonienne l'auraient été par le typhus. Et ça, c'est l'étude de Raoult que j'ai citée tout à l'heure, en 2006, qui l'a démontré. Donc, un système de détection rapide de 7 pathogènes par PCR multiplex en temps réel a été développé et appliqué sur les soldats morts à Douai pendant la guerre de succession d'Espagne. Et donc, de 1710 à 1712, c'est la plus ancienne détection de typhus. Et donc, elle supporte que le typhus a été introduit en Europe par les soldats espagnols au retour des conquêtes en Amérique. La lèpre a écumé l'Europe au Moyen-Âge avant d'en être éradiquée à la fin du XVIe siècle. Aujourd'hui, il y a toujours 220 000 personnes par an qui en souffrent dans des régions extrêmement pauvres. On a retrouvé les premières traces dans les momies égyptiennes. La première difficulté pour les archéologues a été de retrouver des sites de sépultures médiévales en Europe. Ça a été le cas en Royaume-Uni, au Danemark, en Suède. Et il a fallu après extraire l'ADN, bien sûr, et ils se sont rendus compte d'une chose extraordinaire, c'est que le génome Mycobacterium leprae n'a quasiment pas évolué en plus de 9 siècles. Et donc, la lèpre n'aurait pas disparu d'Europe comme on l'a pensé suite à une mutation génétique, mais les organismes européens se seraient mieux défendus, auraient mieux résisté à la souche virulente de la lèpre. Et ça particulièrement en Europe. Donc ça a permis aux chercheurs de réfléchir à une chose assez hallucinante, c'est qu'à partir de cet agent pathogène qui n'a pas muté depuis 1000 ans, eh ben on peut peut-être envisager un vaccin. Et ça permet aussi d'établir une cartographie de la maladie véritable à travers les migrations qui en ont découlé. Donc la lèpre se serait introduite en Asie par 2 routes différentes. La première par le sud, les Indes, l'Indonésie, la Philippine. L'autre par le nord, la Turquie, l'Iran, la Chine, la Corée et le Japon. Après, à partir du Proche-Orient, la lèpre se serait introduite en Europe et de là en Afrique de l'Ouest. Et l'Amérique aurait été atteinte avec l'arrivée des premiers Européens et le commerce des esclaves. Les données les plus anciennes pour la lèpre remontent à 4000 ans et ont été découvertes en Inde, mais sur des lésions osseuses uniquement. Les lésions caractéristiques de la lèpre ont été constatées sur des squelettes de l'Égypte ptolémaïque et en Angleterre à l'époque romaine. En Europe médiévale, on les retrouve dans les léproseries, principalement. La syphilis. Alors tout de suite en bas, on a pensé que les dents que Gauguin a été longtemps soupçonné d'être porteur de la syphilis, et après étude de 4 dents qu'on a retrouvées dans le puits de sa maison et qui ont été prouvées comme lui appartenant, et bien on a démontré qu'il n'était pas du tout affecté en fait. Les recherches archéologiques ont démontré que la syphilis a existé en Europe dès l'Antiquité. On trouve les premiers vestiges dans la ville grecque de Métapontée en Italie au VIe siècle. À Pompéi, les dents ont été découvertes avec des cannelures, ce qui constitue une déformation caractéristique d'enfants infectés pendant la grossesse par leur mère atteinte de la maladie. Et donc la preuve la plus marquante de syphilis a été trouvée dans un cimetière médiéval en Angleterre, un cimetière d'un monastère augustinien du XIIe et XIIIe siècle. 2 tiers des squelettes présentent des malformations osseuses typiques du 3e stade de la maladie. Chez les Amérindiens, des fréquentes lésions osseuses apparemment syphilitiques ont été constatées depuis les périodes précolombiennes sur les dépouilles exhumées. Et la syphilis vénérienne serait selon elle apparue en Amérique après la conquête amenée par les Européens et peut-être par les esclaves noirs arrachés à l'Afrique équatoriale. Les marins de Christophe Colomb l'auraient ramené en Europe, à Naples, en 1494. En conclusion, on peut dire que c'est un exposé bilan qui fait un état des lieux des découvertes actuelles. Je n'ai pas vu l'intérêt de m'attarder sur les techniques paléomicrobiologiques, d'abord parce que j'en suis pas compétent, et puis ensuite parce que c'était pas le propos. Évidemment, c'est un travail non exhaustif. Et puis, ça propose des possibilités d'investigation considérables. C'est une science en devenir. Je rappelle une chose fondamentale, l'organe dentaire est un organe clos et imputrescible.
La non-mutation de l'agent pathogène de la lèpre depuis 1000 ans propose de vraies réflexions sur la possibilité de la création d'un vaccin. Et malgré tout, c'est une recherche avec des budgets colossaux et dont les retombées scientifiques et historiques sont imprévisibles mais hautement passionnantes. Merci de votre attention.